rappelle un petit peu, en effet, dans mon enfance, comment je me sentais vis-à-vis des choses auxquelles je pensais et de ma position par rapport aux autres personnes. Et je sais que j'étais très concentré sur mon monde, entre guillemets, sur comment je voyais les choses, et je me posais pas trop la question de l'altérité, comment pensaient les autres par rapport à moi, est-ce que c'était normal ou pas. Du coup, j'ai pas tout de suite eu cette impression de différence, mais néanmoins je me suis toujours un peu senti à l'écart, notamment lors des conversations où je comprenais pas toujours qu'est-ce qui se passait. Et je sais que mes parents aussi, ils avaient vite compris que quelque chose avait été un peu différent, mais c'était pas trop alarmant. Les personnes avec autisme, ce sont des personnes qui ont deux choses principales. C'est une hypersensibilité physique, c'est hypersensibilité cutanée, mal supporter les vêtements, les étiquettes dans le dos. Auditive, c'est être dans une pièce et entendre toutes les conversations, les bruits des chaises, les bruits des stylos, des crayons, les bruits qui viennent dehors. Hypersensibilité visuelle aussi, avec les néons, les scintillements, certains les perçoivent. L'hypersensibilité émotionnelle sont des personnes qui sont à fleur de peau, tout est souvent explosif quand elles s'expriment. Ça peut être de la colère, ça peut être comme un enfant en maternelle qui bloquait devant l'extincteur rouge. Tous les enfants passaient devant, sauf lui qui restait bloqué à hurler. On ne savait pas bien pourquoi, mais cette hypersensibilité et émotionnelle et sensorielle lui posait problème. Et hypersensibilité olfactive et gustative. Très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, sont des personnes qui font des tri alimentaires, qui n'aiment pas que les aliments se mélangent ou les textures se mélangent. Donc ça, c'est l'hypersensibilité. Et l'autre facteur, c'est cette dyslexie des interactions sociales. C'est une difficulté à comprendre intuitivement et automatiquement les codes sociaux. On met des enfants ou des adultes ensemble, automatiquement, ils vont savoir quelle est la gestuelle, où se poser, comment discuter, comment entamer une conversation, une relation. Ça va être automatisé, ça va être intuitif, il n'y a pas besoin d'apprendre. Ça va être même plaisant, sans effort. Par contre, quelqu'un avec autisme, c'est pas automatisé. Il voit qu'il ne faut pas interrompre, c'est ce qu'on lui dit, mais il voit bien que les autres s'interrompent tout le temps et ils sont contents. Ça demande un effort de comprendre ce qui se passe, de comment on fait pour dire bonjour, pour entrer en relation. Chez les adultes, dire il fait beau, bah ouais, il fait beau, enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est l'effort d'adaptation sociale est plus compliqué, pas intuitif, pas automatisé et coûteux. Ça demande de l'énergie, de la concentration, savoir si on n'a pas blessé l'autre. Et c'est vraiment épuisant. Je peux tenter, oui, d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui constitue mon autisme, puisque l'autisme est du coup sur un spectre, et donc les symptômes sont un peu différents et de différents degrés pour chacun. Et en ce qui me concerne, du coup, j'ai notamment une hypersensibilité, surtout sensorielle, et ça fait que certains stimuli sont très, très fortement ressentis pour moi, et d'autres un peu moins. Souvent, parfois c'est mêlé à de l'hyposensibilité. Je suis aussi hypersensible par rapport à la lumière, à la luminosité, ce qui fait que certaines lumières, certaines couleurs par exemple, je la ressens un peu plus fortement que d'autres, et du coup ça peut être désagréable à la vue et ça fatigue plus vite. Et il y a aussi un phénomène de synesthésie, donc c'est confondre des sens, donc un sens peut en induire un autre alors que ça n'a a priori aucun sens. Par exemple, j'associe des lieux à des couleurs. Par exemple, le jaune un peu mat, pour moi, ça a une connotation de l'école, par exemple. Donc, définition de l'autisme, si je me résume, c'est cette hypersensibilité sensorielle et émotionnelle et ces troubles du fil sensoriel. Après, on peut avoir des passions envahissantes, on peut avoir une intolérance aux imprévus, on peut avoir des routines, mais je trouve que ce sont des signes un peu plus périphériques, même s'ils sont fréquents, c'est pas ça qui pose le plus de problèmes. Les autismes, ils ont de différents caractères. Et ils ont différentes émotions.
J'ai toujours été assez mature pour mon âge, et puis j'étais la première de ma classe, etc. Mais je savais pas trop ce que c'était. Pour moi, les autistes, c'était pas vraiment... Enfin, c'était un peu les clichés qui étaient dans les fauteuils roulants ou qui étaient dans les établissements spécialisés, etc. Et donc moi, j'étais pas... Enfin, je m'attendais pas du tout... Pour moi, c'était normal, quoi. On m'avait dit que j'étais surdouée ou quelque chose comme ça, donc pour moi, c'était juste ça. C'est un peu compliqué pour les autistes en général, pour une personne avec autisme, de comprendre parfois certaines conversations, notamment par la complexité de l'implicite pour les personnes avec autisme qui ont du mal à comprendre. Je fais partie grandement de ces personnes qui ont du mal à comprendre l'implicite dans les discussions, et certains indices, certains codes sociaux, je ne les ai vraiment pas. Si on pose une question dans un devoir, il faut vraiment qu'elle soit explicite. Si on dit, je ne sais pas, la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, pour tous les élèves, ça va être la dernière leçon qu'on a faite. Pour un élève avec autisme, Deuxième Guerre mondiale, mais est-ce qu'on commence par la colonisation, par le fait que les Japonais ont attaqué en Chine en premier? À l'école, c'était un peu des deux. Ça se passait un peu mal et un peu bien. Quelquefois, je me sens pas bien car j'ai envie d'être seule. Quand il y a du monde, c'est un peu compliqué pour moi. Donc j'ai besoin d'être avec mes copains pour me sentir un peu moins seule. En ce qui concerne les différents âges, je dirais que de mon point de vue, maternelle, ce sont les interactions sociales. Primaire, ce sont les interactions sociales qui peuvent montrer ou pas qu'il y a autisme, enfin cette difficulté dans les interactions sociales en groupe. Le collège, c'est la période la pire, c'est-à-dire que si l'enfant n'est pas avec un ou deux ou trois élèves qu'il connaisse bien et qui l'acceptent, la plupart des adultes me disent que, enfin la plupart des adultes avec syndrome d'Asperger me disent que ça a été l'enfer pour eux. Lycée, université, en général, ça se passe mieux, mais le groupe ou un petit groupe d'amis protège énormément du harcèlement. Je suis victime du harcèlement. Donc, j'ai prévenu ma CPE. Ils ont grondé les jeunes pour qu'ils m'arrêtent de m'insulter. C'est pas vraiment du harcèlement, c'est plus de l'embêtement. J'avais quelqu'un qui m'embêterait toujours si j'étais toujours dans la même école d'ailleurs. Et sinon, il y en a, ce sont vraiment mes ennemis, quoi. Quand j'étais au collège, il y avait un garçon qui était différent, et je pense qu'il était autiste, je sais pas, mais je pense. Et lui, il se faisait beaucoup harceler, etc. En plus, il était un peu lent en classe, enfin, il était vraiment différent, et donc lui, il se faisait pas mal harceler par notamment certains garçons de notre classe. Je me suis pas fait harceler, néanmoins je me sentais harcelé par toutes les sortes d'agressions, que ce soit des stimuli ou que ce soit juste des paroles, les opinions des autres personnes que je ne comprenais pas du tout. Pas forcément volontairement par les autres, mais plutôt par ma condition, et c'était durant mes années de collège. Nos points communs, c'est qu'on a tous le même sang, on est tous humains. Si on met dans une école pour animaux, mais ça va être un peu plus compliqué. Un enfant sur 100, une personne sur 100 est autiste. 1 sur 3 à peu près ont une déficience intellectuelle. Depuis 2004, la France a été condamnée 6 fois par le Conseil de l'Europe. L'ONU a aussi pointé plusieurs fois le manque d'ambition de la France. Ouais, qu'en France, on est franchement, on connaît très très peu l'autisme. Quand on pourra effectivement dire « je vais à l'école, ça y est, j'ai mes adaptations, ça y est, je vais pouvoir passer mon examen sans stresser, ça y est, je ne vais pas être jugée », là, on aura gagné. Mais il y a encore des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à faire. On voit quand même beaucoup d'adolescents autistes qui, au niveau du collège, craquent, font de la phobie scolaire grave, ou moins grave, mais grave aussi, pouvant aller jusqu'à la tentative de suicide. Et parfois, d'ailleurs, le diagnostic est fait au décours d'une hospitalisation. Le burn-out ou la phobie scolaire, c'est quand c'est trop tard déjà. Quand l'enfant est en phobie scolaire, c'est très compliqué ensuite de rattraper les choses. Il faut bien comprendre que l'enfant ne fait jamais exprès d'être en phobie scolaire. Les gens disent, ça fait des années que je vais la boule au ventre,
que je dors plus, que j'ai des cauchemars, que je hurle le matin. C'est quelque chose qui dure sur des années, qui s'accentue progressivement. Et c'est là où il faut vraiment les premiers signes. Quand l'enfant ne veut plus aller à l'école ou est réticent, il faut s'alerter, il faut consulter, il faut voir l'équipe pédagogique, il faut mettre en place des choses pour faire plus de la prévention que du curatif. Pour une famille qui vient d'avoir le diagnostic, l'important au niveau de l'éducation nationale, c'est de se rapprocher de l'établissement. Et après, il va y avoir une démarche avec la maison du handicap pour la reconnaissance du handicap. Les associations de famille aussi qui peuvent être d'une grande aide là-dessus, pour que le dossier puisse être déposé. Et après, il y aura mise en place d'un plan personnalisé de scolarisation. Voilà, d'être suivi par un enseignant référent de scolarisation qui va la suivre sur la scolarité, qui sera l'interlocuteur pour la famille. Il ne pourra pas que la famille et n'hésite pas en fait à faire part de tout ce qui concerne son enfant, construire sur les points forts plutôt que sur les difficultés. Aider un enfant autiste dans sa scolarisation, c'est avoir des outils et un bagage important pour aider tous les enfants en difficulté. Et il y en a beaucoup à l'école. Donc tous les outils que l'on peut mettre en place, qui peuvent paraître idiots des fois. Une ergothérapeute serait acceptée à l'école. Alors ceux de nos CESAD peuvent y aller, mais les professionnels libéraux ergothérapeutes sont rarement acceptés dans les écoles. Et quand ils le sont, l'enseignante est soulagée parce que c'est des petits outils de rien du tout qui facilitent tout. Et c'est un travail de professionnel, donc voilà, c'est la collaboration entre professionnels. Et là, il n'y a pas de parents, donc il n'y a pas les enjeux qu'il peut y avoir quand la famille vient avec ses outils. De professionnel à professionnel, on peut discuter et tout adapter. Pourquoi l'école inclusive, c'est très important? Je dirais parce que bon, il y a eu une loi, et puis parce qu'on est quand même dans un monde d'égalité. Et si très jeune, en fait, on a l'habitude de la diversité, je pense qu'on peut espérer que plus tard dans la société, on pourra avoir des collaborateurs qui soient différents. Le handicap, c'est pas du moins en fait, c'est de l'autrement. Parce que pour s'habituer à de la diversité, il faut qu'on enseigne de façon un peu moins académique, un peu moins normée, une ouverture d'esprit avec de la créativité, des choses. Enfin, des pays comme le Canada où ils ont bien compris ces choses-là. Et je crois que dans notre école, on a besoin de ça. Et ça sera au service de tout le monde. Alors pour un enseignant qui serait bien formé pour l'autisme, il faut qu'il soit prévisible, routinier, qu'il soit explicite, qu'il prenne aussi au premier degré ce que l'enfant dit, et qu'il sache faire de la prévention du harcèlement, c'est-à-dire ces programmes canadiens qui sont, de mon point de vue, très bien faits, avec des groupes de parole, avec un élève référent, avec des structures où l'enfant qui est cible puisse s'exprimer et que le groupe puisse comprendre. Donc il y a des méthodes qui sont développées au Canada et on pourrait tout à fait s'en inspirer aussi. Au niveau des formations, ce que les enseignants ont à savoir, un minimum sur la pensée autistique, comprendre aussi qu'il s'agit d'un spectre, donc ça sera souvent pas pareil en fait. Je peux avoir d'une année sur l'autre un enfant qui sera totalement différent. Savoir que la famille aussi, c'est hyper important. Parce que la famille, elle vit avec son enfant, donc elle a les codes en fait. C'est le paradoxe des enseignants. Ils ont des directives, mais on ne leur donne pas les moyens. Si je prends une image, c'est envoyer des militaires au front sans leur donner d'armes. L'idéal, c'est un milieu ordinaire avec 15 élèves, petite structure, des enseignants formés, explicites, avec des routines, peu de changements, des temps de repos, peu de stimulation sensorielle, peu de stimulation sociale, que les lumières soient adaptées, qu'il n'y ait pas trop de bruit, que les gens ne l'approchent que de façon prévisible et qu'ils comprennent, qu'ils puissent avoir des amis et qu'ils puissent socialiser. Là, ça serait l'idéal. Dans le monde éducatif ou aux établissements qu'on a actuellement, c'est vraiment envoyer une brebis au milieu des loups. Donc oui, l'école spécialisée, très bien. Je veux dire que dans le contexte où on est, ça permet aux enfants d'être dans des milieux sécurisés, où ils peuvent apprendre, comprendre
être avec d'autres où ils peuvent discuter, qu'ils se comprennent et qu'il n'y ait pas de moquerie, de harcèlement, de coups, d'insultes. Et voilà, enfin, on puisse vivre, quoi. Bien sûr, ça les met entre eux, mais au moins ils peuvent apprendre, souffler, apprendre avec d'autres, ne pas être isolés chez eux. Ça me fait mal au cœur d'en voir certains qui ont tellement craqué, qui sont maintenant jusqu'à l'âge de 22, 23, 25 ans, derrière leur ordinateur, enfermés dans leur chambre avec l'angoisse de sortir. Ben ouais, ils ont tous été bienveillants. Ben, en premier, il y avait Séverine, c'était celle de petite section. Après, j'ai eu Patrice, je suis de moyenne section. Après, j'ai eu Elodie, celle de grande section. Après, j'ai eu Madame Dibitabian en CP, Madame Gillet en CE1. Et ben là, j'ai Madame Prouveau début CE2. Que le fait d'être trop, ça fait... C'est comme s'il y avait plein de coussins autour de moi. Et qui m'empêchaient de respirer. L'adaptation coûte beaucoup d'énergie. Je n'explique pas toujours que je suis autiste. En fait, je l'explique même pratiquement jamais, sauf dans certaines occasions où où les gens ont besoin vraiment de savoir qu'il faut faire attention et qu'il faut vraiment prendre soin de moi parce que sinon je peux partir en crise d'angoisse, etc. Les professeurs, il y en a qui connaissent l'autisme. Enfin, je pense que tous connaissent l'autisme, mais il y en a qui le prennent plus ou moins en compte. Mais je travaille un peu. Et je travaille beaucoup. Quand les élèves sont en difficulté, ben les AVS, elles les aident. Quand je ne sais pas faire quelque chose, je demande l'aide. Parce que quand je demande l'aide, ben elle me comprend. J'ai des copains et j'ai des copines. Et ma copine à moi, c'est Louise. Louise et moi, on s'entend parfaitement bien. On parle et on s'amuse très bien. L'autisme, je pense que c'est le plus compliqué, quoi. Déjà, tout ce qui est non visible, c'est plus compliqué. Donc du moteur ou du visuel, ça va être plus simple. Après, ça dépend aussi du disciplinaire. C'est moi qui étais en EPS, le moteur, si on a quelqu'un de tétraplégique, c'est plus compliqué que quand c'est en cours. C'est une question d'accessibilité des locaux après et de personnes qui va aider. Donc suivant les enseignants, ça ne va pas se poser de la même façon. Des fois, ça peut être le handicap, c'est tout relatif, quoi. Le rôle de l'enseignant, c'est de pouvoir dire à la famille, en fait, à identifier au niveau des apprentissages. Quand on est en collège ou en lycée, il y a les infirmières, il y a les médecins, il y a des relais en fait pour pouvoir en parler, pour qu'ils puissent en parler à la famille. Par contre, sur les plus jeunes, c'est vrai qu'il y a l'enseignant directement en contact avec la famille. Et ce n'est pas dans leur mission et dans leur rôle d'aller annoncer à la famille. Alors ils peuvent aussi contacter aussi au niveau des médecins d'éducation nationale, qui hélas sont de moins en moins nombreux parce qu'ils ont du mal à recruter. Puis il y a aussi des familles en fait qui vont être demandeuses en fait de savoir. Alors c'est souvent pris comme des intrusions ça. Sa famille elle veut savoir ce qui se passe à l'école, mais parce qu'elle en a besoin aussi. La relation avec l'école n'est pas toujours simple en fait. En ce qui concerne les enseignants, il faut qu'ils fassent attention aux enfants qui sont harcelés. Il faut vraiment qu'ils soient formés dans la prévention du harcèlement. Aux enfants qui jouent seuls dans la cour de récréation. Aux enfants qui ont des difficultés à socialiser avec les autres, qui préfèrent effectivement être avec la maîtresse ou être seuls. À ce moment-là, ça fait partie des signes les plus précoces pour les enseignants. Deuxième signe pour les enseignants, c'est quand les parents leur en parlent. Donc, s'ils disent que leur enfant est fatigué ou qu'il y a des problèmes, qu'ils croient les parents. Très souvent, les enseignants ne donnent pas de crédit ou peu de crédit aux parents. C'est parfois un tort parce qu'ils vivent avec l'enfant et l'enfant peut dire plus de choses à la maison, faire des efforts énormes d'adaptation sociale à l'école et craquer à la maison et dire ce qui se passe et comment ils vivent les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la famille il y a mise en place d'aménagement, il y a soit un PAP au début, après un PPS, et que les choses ne sont pas mises en place.
qu'est-ce que peut faire la famille. Donc déjà, le dialogue avec l'établissement, ça c'est important. Si on rentre dans le conflit, en général, c'est plus compliqué derrière. Après, je dirais que le deuxième point d'appui, c'est quand même les associations de famille. Après, il y a un numéro vert aussi qui est mis en place maintenant, parce que le ministère s'est aperçu qu'il y a aussi des endroits où voilà, ça rentrait dans le conflit. Donc il y a un numéro vert dans tous les départements. Le recrutement d'AESH, il n'est pas non plus extensible tout le temps, parce qu'il faudra trouver des personnes et au bout d'un moment, on n'en trouve plus. Qu'il y ait des AESH qui, plutôt qu'elles soient dans la classe, on pourrait imaginer ça pour les apprentissages, qu'elles soient sur les temps comme ça un peu informels, pour aider aussi sur les relations sociales, sur voilà, la communication. Et je pense que là, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore bien mis en place, donc tu aurais besoin. Moi, je vois beaucoup plus de points négatifs pour le moment. Il faut savoir que les conséquences sur la vie familiale, c'est énorme. J'ai eu beaucoup de chance, notamment d'avoir une famille qui m'aidait beaucoup, des amis, et trouver des solutions à court terme, entre guillemets, enfin rapidement, pas à court terme, donc des solutions rapidement pour améliorer ma condition. Les parents doivent souvent diminuer leur temps de travail, souvent ou s'arrêter de travailler. Ils doivent adapter, chercher toutes les adaptations possibles, se les approprier, les organiser. Le parent fait un travail d'enseignant, alors que bien souvent il n'est pas formé. Et c'est des situations qui appauvrissent les familles, parce que les familles donc, diminuent leur temps de travail. Une allocation d'éducation spéciale, quand ils la touchent, qu'ils sont reconnus handicapés à 50%, je vais regarder, c'est 132,61 € donc par mois. Ils peuvent prétendre à des compléments, donc le complément 1, le complément 2. Le complément 1, c'est un peu plus de 90 €, le complément 2, un peu plus de 120 €. Mais on est loin, très loin, de l'investissement financier qui est demandé. Et il y a aussi toutes les rééducations non remboursées par la sécurité sociale, comme l'ergothérapie, la psychomotricité, la guidance parentale avec les psychologues, les groupes d'habileté sociale. Tout ça, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc quand vous additionnez tous ces frais, la famille s'appauvrit énormément. Il faudrait comprendre l'autisme. Sans ça, vous ne pouvez pas savoir c'est l'autisme. J'ai fini par développer une phobie scolaire qui s'est vraiment concrétisée en troisième durant ma dernière année. Et j'ai eu une scolarité à proprement parler en convention partagée avec le CNED. Et du coup, je suis allé dans une structure qui est spécialisée, qui est spécialisée dans les personnes avec autisme et leur apprentissage scolaire. Ma reconnaissance a permis en fait d'avoir des aménagements officiels et un suivi aussi au moins temporaire, psychologique, etc. pour pouvoir mieux me sentir. Donc scolairement, ça m'a aidé. Et ça m'a permis du coup de développer des nouvelles compétences, notamment sociales, etc., même si je n'ai pas trop changé non plus. Et ça a permis de me préparer du coup au post-bac et à la suite dans la vie en général. J'ai notamment l'impression d'être plus écouté que l'avant-bac. Je suis en effet dans une classe normale avec un nombre d'étudiants normal et je passe aussi les examens comme tout le monde, sauf avec mes aménagements en plus. En effet, ça se passe mieux qu'avant. Les conseils que je donnerais pour réussir sa scolarité quand on est autiste, c'est déjà de ne pas avoir honte, d'accepter qu'on est différent, de prévenir les professeurs et les autorités scolaires en place que voilà, on est différent, on a besoin d'un système un peu différent, d'une organisation bien précise, etc. Parce que même qu'ils le prennent en compte ou pas, au moins ils sont prévenus. D'être soi-même, de ne pas tenter de rentrer dans le moule en disant « Ah mais non, mais de toute façon, moi je suis neurotypique, donc du coup tout va bien se passer » alors qu'on n'est pas neurotypique et donc du coup ça peut mener à des situations compliquées. On est juste des élèves qui ont un fonctionnement un petit peu différent. On fait partie des êtres humains, on est pareil avec des particularités et une façon de penser différente. Ce que je dirais aux autres enfants autistes, c'est de rester comme ils sont et de ne pas changer, car on a tous des différences. Moi, je dirais que l'autisme, en fait, il faut pas avoir peur, en fait, et qu'il faut tenter des choses, qu'il faut essayer, c'est hyper important, et qu'après, ils vont en ressortir, en fait, grandis, quoi. Une personne avec autisme qui réussit, entre guillemets,
elle a du potentiel d'après moi, parce qu'elle peut avoir une vision vraiment singulière de tout le monde, et pourtant c'est une vision qui reste humaine, vu que c'est une personne, et elle peut apporter quelque chose. Une dernière chose, abandonnez pas. Je cherche juste à faire ce qu'on aime, et surtout à profiter un peu quand même.